Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Giraudon, CEO France, c'est Swissborg. Aurélien, avant de te présenter, je vais rappeler quelques chiffres. Application créée en 2017, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant. Swissborg compte près d'1 million d'utilisateurs sur son application mobile, présent dans plus de 100 pays. Swissborg se veut toujours stratégiquement positionné aux portes du Web.3. L'exchange Smart par excellence, de nombreuses nouveautés parues depuis maintenant ses débuts. Hier également, et on va en parler dans cette vidéo, et probablement beaucoup de fonctionnalités à venir, et j'espère qu'on pourra les aborder. L'enjeu, accompagner l'adoption massive dans l'écosystème Web.3, Swissborg, on n'apprend pas de devenir libre financièrement, on le devient. Côté ressources, rien de plus simple. Une application fiable, rapide et intuitive, une technologie made in Swissborg qu'on appelle également le Smart Engine, plébiscité plus que jamais intégré dans l'un des écosystèmes les plus utilisés, l'écosystème crypto, j'ai nommé Solana. Une vision claire et complètement assumée, rendre libre financièrement 1 million de Swissburgers. Aurélien, c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. La communauté des rois ne te connaît pas encore. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour Vincent, écoute, merci beaucoup. Tu m'as déjà fait l'intro, donc je suis Aurélien, CEO France côté Swissborg. Écoute, moi j'ai rejoint l'aventure en 2022. Côté Swissborg, je me suis beaucoup occupé de tout ce qui était DeFi. J'ai une expérience dans la crypto depuis 2017. Et puis au fur et à mesure, je suis passé côté investissement et puis maintenant me voilà CEO France, à me retrouver à discuter avec des régulateurs côté français. Et à s'occuper un peu de la stratégie côté français et à toujours garder un pied au niveau du groupe et à faire avancer pas mal de choses sur les produits d'investissement et tout ce qu'on propose. Oui, d'ailleurs, on parle beaucoup de Mika. Il y a de plus en plus d'échangeurs centralisés qui avaient quitté la France, qui reviennent de la France. On se dit quand même que c'est assez compliqué aujourd'hui d'être 100% régulé en Europe et particulièrement en France. D'ailleurs, il y a pas mal d'informations qui tournent actuellement pour durcir au niveau de l'AMF des règles pour pouvoir exposer les cryptoactifs au sein du sol français. On sait que Swissborg est très exposé au niveau de ses Swissburgers sur le sol français. Aujourd'hui, on peut éventuellement passer sur une première question un peu régulation, même si ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est important d'en passer par là, puisque vous vous positionnez comme un des échangeurs les plus régulés en Europe. Vous êtes clairement l'échangeur phare en Europe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Comment ça avance ? Est-ce que ça avance bien ? On le sait, ça fait des mois aujourd'hui qu'on attend une annonce comme quoi Swissborg et enfin Mika, même si vous avez, au-delà de ça, toutes les régulations possibles pour pouvoir exercer sur le sol européen, il manque toujours ce petit truc-là. Quand est-ce que ça arrive ? Pourquoi ça n'arrive pas encore ? Pourquoi d'autres l'ont eu avant vous ? Est-ce que tu peux nous faire un petit mot là-dessus ? Ouais, alors est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on travaille beaucoup avec les services de l'AMF, euh, comme tu l'as bien dit. Je dirais pas qu'on est sur un durcissement côté français. Je dirais que la loi, donc il faut quand même se rendre compte que MiCA, la régulation en elle-même, est un dérivé du PESAN, qui était vraiment une régulation au niveau française. Et donc MiCA a été créé à partir de ça. Donc l'AMF était déjà très en avance, on va dire, sur le secteur au niveau européen. Euh, et je dirais qu'ils ont une vision qui est très clean de MiCA. Et ils aimeraient bien que tous les régulateurs aient à peu près la même vision, on va dire, et la même façon d'appliquer MiCA. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, effectivement, on avait pas mal de choses avec l'AMF, avec le régulateur autrichien et le régulateur italien, qui parlaient surtout de remonter ça au niveau de l'ESMA, qui est le régulateur européen, pour avoir ne serait-ce qu'une harmonisation, on va dire, des règles, pour qu'au final, on se retrouve pas à avoir des régulateurs qui fassent un peu, on va dire, qui appliquent les règles différemment, selon leur interprétation, on va dire. Et donc, dans l'idée, effectivement, nous, on est parti sur la France. Pourquoi? Parce il y a une vraie marque de valeur de l'AMF de pouvoir travailler avec eux. Et on sait qu'à partir du moment où on arrive à avoir cette régulation côté MiCA en France, ça va nous ouvrir littéralement toutes les portes au niveau européen, puisqu'après cette licence, on peut la passeporter dans chaque pays européen. Et donc, en passant par la France, on sait qu'on n'aura pas de problème à passeporter. Et puis, on avait déjà des très bonnes relations avec l'AMF quand on était PESAD. On a énormément discuté avec eux. Et donc, pour répondre à ta question sur pourquoi ça prend autant de temps, tout simplement parce que on est un espèce d'hybride. On n'est pas un exchange à proprement parler. On est interconnecté avec des DEX, on est interconnecté avec des SEX, on a notre smart exchange au milieu, on a des produits un peu différents par rapport aux autres et qui sont assez avant-gardistes. Et donc, c'est pour ça que finalement, on arrive à défricher un peu les sujets avec l'AMF en même temps qu'eux. Euh, et je tiens à préciser que on a des services de l'AMF qui sont réactifs et qui sont très bons techniquement.
Donc ça, c'est aussi une des choses qu'on a vues, c'est que malgré tout, ça prend du temps, mais il y a une très bonne technicité. Ils comprennent vraiment les sujets, ils creusent au niveau des sujets. Et donc on a une très bonne relation avec l'AMF. Et j'ose à dire, j'ai pas envie de m'avancer sur une date, parce que j'ai pas envie que ça nous porte malheur, à vrai dire. Mais j'aimerais me dire que d'ici, on va dire novembre-décembre, on puisse arriver à annoncer qu'on est MICA. Mais je dirais que les choses, elles avancent vraiment dans la bonne direction. On a des super dialogues avec l'AMF. Euh, et voilà, ça prend plus de temps que prévu, effectivement. Mais comme je dis, on a un fonctionnement qui est quand même beaucoup plus complexe qu'un simple exchange, dû à notre nature. Et donc, forcément, ça pose d'autres questions et on défriche des sujets, tout simplement. Ouais, sachant d'ailleurs qu'on parle beaucoup de l'AMF et on les prend un petit peu comme des démons, mais en fait, c'est pas du tout ça. On avait eu d'ailleurs pas mal de discours qui avaient été dits de la présidente de l'AMF, qui était plutôt ouvert en fait aux cryptoactifs. Elle était aussi tenue par rapport à une législation, sa propre législation, son institution hein, qui aussi gère les règles. Elle a essayé de les faire avancer le mieux possible, mais quand tu dis qu'elle est ouverte et que l'AMF, cette institution, est ouverte à la cryptographie, c'est une réalité. Ah oui, oui, complètement. Non, c'est une vraie réalité. Et on voit même justement enfin, je veux dire, ils sont en train de level up au niveau de leurs équipes. On le voit bien. Ils avaient déjà une très bonne connaissance, mais on va dire que le niveau de connaissance augmente au fur et à mesure qu'on a des discussions avec eux. Et effectivement, en fait, ils ont cette porte ouverte, mais en même temps, la place financière française a aussi une réputation. Et donc, malgré tout, l'AMF se doit aussi de conserver cette réputation. C'est très important pour eux. Et c'est quelque chose de normal, à vrai dire. Chaque place financière se bat un peu pour sa réputation. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on est aussi dans ce process de faire les choses bien. D'accord? C'est-à-dire qu'on veut faire les choses correctement. On n'a pas d'ambition d'aller trop vite. On a juste l'ambition d'aller à la vitesse qu'il faut et faire en sorte d'avoir notre agrément de la meilleure façon possible pour rassurer l'AMF aussi sur la façon dont on opère, parce que ça, c'est quelque chose d'important, et leur montrer qu'on a notre place justement sur la place financière française. Ça, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Ok, on clôt le débat par rapport On à la clôt le débat, régulation. Je vois exactement. que c'est ouvert. Il y a une information, j'ai suivi la keynote de Swissborg. On a passé Ouais. un super moment, je l'ai partagé au sein de la communauté des rois. J'aimerais revenir sur un premier point qui a été extrêmement catalysant et un des points les plus attendus, parce que ça transforme un petit peu l'approche de Swissborg par rapport à sa Mhm. communauté et encore plus par rapport au Borg. Je vais nommer ce terme-là le buyback Borg. Le cashback du trading, c'est une annonce vraiment du buyback qui a fait grand bruit et qu'on Mhm. attendait au fond. Il y avait quand même quelques pistes, il y avait eu quelques leaks qui avaient tourné un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est clairement innovant, mais concrètement, comment ça va transformer la thèse d'investissement du token Borg qui, par rapport à Cyrus l'avait dit depuis des années, remettre au centre le Borg de tout l'écosystème et de la communauté Swissborg. Et on peut même se poser la question si nous voulons aujourd'hui trader chez Swissborg de façon plus active, ça revient un petit peu au même que d'être actionnaire de son propre flux de trading. Est-ce que tu pourrais partager cette idée-là? Ouais, bien sûr. Non, je pense que je reviens un peu à ce que tu disais par rapport à ce que Cyrus a toujours dit, qui était remettre le Borg au centre de notre écosystème. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que, on va dire, une grosse partie de nos utilisateurs, quand ils viennent chez nous, c'est surtout pour trader. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et effectivement, lier le Borg à cette notion de trading est quelque chose d'hyper important. Et donc là, on va dire qu'on a changé un peu le paradigme dans le sens où on a réussi à avoir ce qu'on appelle le pay to trade, qui est vraiment un mécanisme différent. C'est-à-dire qu'on a vraiment d'un côté le cashback et de l'autre côté le buyback. Et finalement, on assemble les deux. Et c'est cette proposition de valeur qui est hyper intéressante. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à avoir quelque chose où même un utilisateur maintenant qu'on va appeler standard, euh, qu'il le veuille ou non, il va acheter du Borg. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Ça veut dire que à n'importe quel moment, à partir du moment où vous faites un trade, que vous le vouliez ou non, du Borg va être acheté. Et donc, forcément, ça veut dire que ça va générer de la valeur pour le token, puisqu'on va avoir une pression acheteuse qui va être mise sur le token c'est-à-dire au fur et à mesure de la journée, littéralement. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous parce que je trouve que par rapport à avant, on avait vraiment, si tu veux, ce mécanisme de premium où on venait loquer, on avait quand même un modèle qui était assez statique, d'accord. Et là, finalement, on a vraiment un changement de paradigme où j'ai l'impression qu'on a réussi à trouver l'équation un peu entre le meilleur du cashback et le meilleur du buyback. C'est-à-dire avoir vraiment une espèce de flywheel qui va nous permettre justement d'avoir le Borg au centre de notre écosystème et toujours avoir, entre guillemets, quelque chose d'intéressant pour l'utilisateur. Donc, en même temps, vous tradez et vous recevez du cashback en Borg. Et en même temps, ça génère de la pression acheteuse sur ce Borg. Et plus vous en recevez, plus vous pouvez le locker et plus vous pouvez monter dans les ranks. Donc, finalement, on a vraiment toutes ces composantes qui sont alignées
finalement, j'ose à dire qu'on a trouvé le bon alignement. Enfin, euh, et effectivement, non, c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience et qui va arriver normalement dans l'app à partir du 30 septembre, effectivement. Ouais, ça va être très rapide, ça a été annoncé, c'est quasiment imminent. Donc c'est Oui. ça aussi qu'on attend avec un grand impatience et avant que ça arrive. D'ailleurs, on peut se poser cette question du fameux lock time. Oui. Si on revient par rapport au premier modèle de Swissborg, c'était vous achetez du Borg, vous loquez le Borg, vous le mettez en Mhm. staking et vous recevez un rendement. Et le rendement était très bon d'ailleurs, hein, si on Ouais. revient 3-4 ans en arrière. Et en fait, on a vite compris, et ça a été un petit peu la mode finalement de l'ensemble des échangeurs ou l'ensemble des projets cryptographiques qui se lançaient via un mécanisme de staking pour pouvoir essayer de réduire artificiellement pas la pression vendeuse, mais en tout cas le supply disponible au niveau de la liquidité qui, dès qu'il y avait des mouvements de volatilité, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, c'était exacerbé. Donc, on comprend bien que si tu touchais pas tes bords et que tu les loquais, tu avais du pognon, c'était assez sympa, surtout si le borg s'appréciait. Ça Mhm. tient pas. On comprend bien que ça va directement chercher dans la trésorerie, finalement, du borg. Et à terme, on peut pas dire qu'on peut le garder, enfin, on pourra dire qu'on ne peut pas le garder 10 ans, 20 ans, etc. Donc, c'est passé de on le stake à on ne fait plus rien. Donc, à un moment donné, on avait tout simplement plus rien. Il y a eu d'ailleurs une incidence sur le token par rapport à son utilité, mais le Mhm. discours a réussi plus ou moins à maintenir le prix du Borg, et ça a été une réussite, on peut le dire comme ça. Et là, on repart sur un nouveau mécanisme. Est-ce que c'est un mécanisme innovant ou est-ce que c'est plus un mécanisme dans l'air du temps? Donc ma question elle est simple, c'est est-ce que finalement d'autres l'ont fait, ces phénomènes de buyback, lock, etc., cashback, voilà, c'est un peu la mode des DEX, ou des SEX même, on va pas se mentir. Mhm. Est-ce que c'est tenable réellement dans le temps? Est-ce que dans 3, 4, 5 ans, on va pas encore revenir en arrière parce qu'il y aura peut-être une nouvelle proposition de valeur? Ou est-ce que cette proposition de valeur est une proposition de valeur réellement innovante qui tend à être conservée dans le temps? Alors, pour répondre à ta question sur la longueur, il y a une chose qui est importante, je pense que surtout dans un écosystème comme la crypto, c'est que on peut pas prédire l'avenir. Ça, c'est la première chose. Donc, ce qui marche maintenant, à vrai dire, on peut pas savoir si ça va marcher longtemps. Ce qu'on est sûr, par contre, c'est que effectivement, les buybacks, c'est quelque chose qui fonctionne. Ça, on a fait des analyses de notre côté et on le voit sur des tokens un peu plus vieux, comme Aave, par exemple, ou à l'époque Island, pour ceux qui étaient là avant Aave, on va dire. Donc c'est des choses qui fonctionnent. Maintenant, pour parler du côté innovant, je dirais qu'on n'a pas réinventé, on n'a pas réinventé la roue vraiment sur le cashback et le buyback. L'innovation, elle vient vraiment du fait de l'avoir assemblé, je dirais. Et c'est d'avoir assemblé les deux mécanismes en même temps. Et je pense que l'innovation, elle est là, très sincèrement. C'est parce que on peut très bien les séparer. Si on prend l'exemple d'Aave, par exemple, donc Aave qui est un protocole DeFi, euh, Aave fait du buyback en continu à partir des fees qu'il génère. Euh, le buyback, finalement, à aucun moment, c'est quelque chose qui est reversé dans l'écosystème. C'est pas quelque chose qui est reversé aux utilisateurs. Euh, donc finalement, on va dire que la valeur que les gens récupèrent, c'est via finalement le token directement. Mais c'est pas quelque chose dont ils peuvent profiter. Si à un moment ça n'influe pas sur la valeur, eux ils vont pas recevoir plus d'AV à un moment ces gens-là. Donc finalement, je dirais que c'est là l'innovation où elle est en fait. Finalement, c'est que quand les gens vont trader, ça génère de la pression acheteuse, donc c'est finalement un buyback automatique, mais en même temps, ils récupèrent une partie de cette valeur-là, donc qui, elle, va être loquée pendant 7 jours. Euh, et finalement, après, on va leur release pour que, typiquement, soit ils veulent le loquer pour augmenter leur rank, ou soit ils veulent le vendre puisqu'ils veulent profiter. Mais dans les deux cas, l'opération, elle est réussie puisqu'il y a déjà eu, on va dire, de la valeur qui a été ajoutée. Donc, il suffirait même que 50% des gens se disent, je souhaite revendre, mais il y a toujours ces 50% au-dessus qui finalement ont généré de la pression acheteuse. Donc, finalement, je dirais que l'innovation, pour moi, elle vient vraiment du fait de l'assemblage plus que des mécanismes sous-jacents en eux-mêmes. Et c'est là, finalement, pour moi, c'est intéressant. C'est que j'aurais tendance à dire, ça sert à rien des fois de réinventer de nouvelles choses. Je pense que c'est plutôt, il faut une combinaison intelligente qui finalement bénéficie la façon dont l'écosystème est créé. Notre écosystème, c'est du trading au centre. Et finalement, avoir réussi à mettre ça dans cet écosystème-là est super intéressant. Donc, pour te répondre, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Très sincèrement, je vais être très honnête avec toi. Et c'est pour ça aussi que finalement, on a fait du staking auparavant parce qu'on pensait que ça marchait. Et finalement, maintenant, on s'adapte. Et de là à dire que dans 3 ans, on reviendra pas dessus, malheureusement, ça, je peux pas te répondre. Euh, mais une chose est sûre, c'est que, et je pense que c'est aussi la valeur de Swissborg, c'est qu'on sait se réinventer. Et finalement, on arrive à peut-être tirer un petit peu aussi des leçons de ce qui se passe et à se rendre compte que finalement, un modèle peut marcher à un instant T, mais ne plus marcher. Tout simplement parce que les gens ne fonctionnent plus de la même façon. Le marché n'est plus pareil
Il y a des nouveaux mécanismes qui sont sortis, mais une fois de plus, il faut les assembler correctement. Donc voilà. Je dirais que ce mélange d'innovation est hyper intéressant pour moi et c'est quelque chose dont j'ai vraiment hâte, je dois t'avouer. Mais en même temps, sur la longueur, on verra. Ok, j'aime bien dire à la communauté des rois que si j'arrive à expliquer en moins de 30 secondes un nouveau concept ou une innovation, c'est que c'est réussi. Je vais essayer de le résumer en 30 secondes, tout ce que tu viens de nous dire qui est extrêmement intéressant. Grosso modo, c'est à la fois du staking, du buyback et du fee switch. C'est-à-dire que vous allez redistribuer ou je vais récupérer la propre force de mon intégration au sein de l'application Swissborg via mon trading. Point barre. Grosso modo, je résume comme ça. Plus je trade, plus je gagne. Alors, bien sûr, je ne gagnerai pas tout, puisqu'à un moment donné, il faut que vous puissiez vivre. Et c'est d'ailleurs une question que je vais te poser dès maintenant. On a bien vu qu'il y avait une vraie diminution au niveau des frais. Parce que ça a toujours été un des points centraux d'une forme d'hésitation à rejoindre l'écosystème Borg. C'est que si on le compare à Binance, si on le compare à d'autres, Coinbase ou à d'autres, finalement, on a l'impression qu'on paye très cher au niveau des frais vis-à-vis de Swissborg. Alors, je reprends quand même ce principe-là, et tu pourras d'ailleurs le compléter. Si on prend exactement combien coûtent les frais de Borg, il ne faut pas regarder par rapport aux frais en pourcentage, mais par rapport au nombre de tokens que vous recevez après transaction. Je vous prends l'exemple très concret. Vous prenez des euros, vous les transformez en stablecoin. Des stablecoins, vous prenez du bitcoin. Si au niveau de ces bitcoins, vous allez en recevoir, je vais dire une bêtise, pour 100 euros, 0,00028. Peut-être que sur Coinbase, vous allez en récupérer que 0,00026. Mais Coinbase nous a dit qu'il avait des frais 2 fois moins chers. Donc, où est, entre guillemets, l'arnaque? Ce qui n'est pas forcément une arnaque, c'est dans les spreads, par exemple. Et le modèle de Swissborg, via le Smart Energy, va chercher les meilleurs prix sur les meilleurs échangeurs partout dans le monde, que ce soit DEX ou SEX. Donc, c'est toujours comme ça qu'il faut comparer. Il ne faut pas regarder que les frais. Donc, en plus que vous n'étiez pas si mal positionné, puisqu'on avait déjà fait ce travail-là il y a 2 ans en arrière, et vous êtes très loin d'être les pires, et vous êtes quasiment proche des meilleurs. Oui. Comment on fait pour maintenant passer en dessous? Parce que vous n'allez pas modifier votre parsinging. On aura toujours les meilleurs prix sur les meilleurs échangeurs, mais en plus, avec ce staking buyback pure redistribution de Fitchwit, en fait, on va en plus gagner, entre guillemets, du drop derrière. On peut l'imaginer un peu comme ça. Comment ça tient, en fait, économiquement chez Swissborg? Économiquement, finalement, ça tient parce que finalement, au niveau des frais, ce qu'on voit aussi, c'est que les frais, c'est vraiment une guerre de volume. On le sait. Et donc, finalement, le fait de redescendre un peu ce trigger psychologique, finalement, en dessous d'1%, pour les standards, on se rend compte que finalement, on va peut-être avoir plus de gens qui vont venir trader chez nous, tout simplement. Et finalement, tu as parlé de Coinbase, par exemple, et tu l'as dit à juste titre. Quand on a une offre à 0% de fee, il y a des fees, d'accord? Et tu l'as très bien dit, les fees sont pris dans le spread et dans le prix, d'accord? Donc finalement, nous, on n'a pas du tout cette approche-là avec les fees qui sont directement pris dans le prix. Et on a vraiment une approche qui est assez transparente pour notre utilisateur. Donc finalement, j'ai envie de te dire, on n'a pas changé drastiquement notre business model. Notre pari, il est plus sur le fait que les gens vont plus trader, d'accord? Et finalement, la barrière à l'entrée, qui était psychologique puisqu'on avait des frais à 1,49%, finalement saute un peu parce que finalement maintenant la comparaison directe, les gens vont pouvoir se rendre compte que finalement on est compétitif par rapport aux autres. Et comme tu l'as dit, on savait qu'on était déjà compétitif, on va dire à la quantité de tokens que tu récupérais quand tu faisais un ordre chez nous, grâce à notre Smart Exchange, à notre MEX. Mais en plus de ça, maintenant, quand les gens vont trader et qu'ils vont récupérer du Borg, donc finalement, on a vraiment l'impression de récupérer de l'argent. Tu vois, c'est quelque chose d'assez psychologique. Donc j'ai envie de te dire, je pense qu'on a le bon modèle, très sincèrement, pour réussir. Et d'avoir réduit nos fees va vraiment enlever cette barrière psychologique que peuvent avoir les gens et que je peux comprendre parce que finalement les gens c'est la première chose qu'ils regardent. Je veux dire, on est tous les mêmes. La première chose qu'on regarde même nous dans notre vie quand on discute avec une banque, quand on discute avec n'importe qui, c'est les frais. D'accord? On regarde pas le reste. Et donc finalement, je peux pas en vouloir aux gens d'avoir aussi cette barrière psychologique. Mais maintenant, je dirais que finalement, on avait une arme qui était un peu plus masquée et une qui était un peu plus visible sur les fees. Et maintenant qu'on s'est aligné sur les fees, finalement, peut-être que l'autre va être un peu plus mise en avant quand les gens vont vraiment faire le comparatif, puisque la barrière à l'entrée, finalement, elle a sauté, on est équivalent aux autres maintenant. Donc, je dirais, je vois pas grand-chose qui peut nous limiter maintenant par rapport à la compétition, très sincèrement. Il y a peut-être une chose qui pourrait éventuellement limiter, parce que si vous dites que vous avez aujourd'hui le bon produit, ou un produit qui maintenant clairement adresse à la fois votre communauté et bien plus encore, donc vous vous attendez à de plus en plus d'utilisateurs qui rejoignent Swissborg, et je le souhaite aussi personnellement. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et qu'on est partenaires et qu'on fait des vidéos régulièrement, et je prends toujours autant de plaisir à les faire.
C'est aussi le timing qui joue. Et on a bel et bien l'impression que le timing est peut-être soit le meilleur, soit peut-être le pire. On est à la croisée des chemins. Donc, je vais te poser une question extrêmement simple. On est bien d'accord que tout doit se faire maintenant. Si on devait jouer des trucs, si on devait jouer des innovations, grosso modo, on sait que le mois d'octobre, novembre, ce sont des bons mois historiquement pour Bitcoin et encore plus un an après l'halving. Donc, si on doit suivre une cyclicité assez parfaite, grosso modo, on sait que tout devrait s'intensifier, voire accélérer dans les 3 prochains mois. Donc, ma question est extrêmement simple. Est-ce que Swissborg le joue? Est-ce que c'était clairement une initiative aussi de timing? Et est-ce que Swissborg, au-delà du fait qu'il pourrait se passer, pense qu'on pourrait rentrer dans un super cycle? Et je rappelle ce que c'est pour moi un super cycle, puisque Cyrus en a parlé récemment. Un super cycle, c'est pour moi l'absence de cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Bitcoin commence à s'exploser en l'air en 2026, puis mi-2026, c'est que généralement, on est dans un super cycle et que la crypto-monnaie va réellement se révéler avec quelques mois ou peut-être quelques trimestres de retard. Quelle est la position de Swissborg? Quelle est ta position, Aurélien, par rapport à cette idée de super cycle? Super cycle qu'on nous avait déjà vendu en 2021 et qui s'était pas très bien passé. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un peu ta vision là-dessus? Bien sûr. Je dirais que la vision de Swissborg sur le fait qu'effectivement, il faut aligner les produits avec les phases de marché, ça c'est oui, complètement. C'est quelque chose qu'on a intégré depuis un moment maintenant. Et ça, je pense que c'est très important quand on veut survivre dans cet écosystème. C'est qu'il faut être capable justement de se poser les bonnes questions au bon moment et surtout d'anticiper les trends. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc j'ai presque envie de te dire que ce qui se passe maintenant, c'est des choses qu'on avait anticipées en début d'année. Et ça, c'est hyper important puisque ça nous permet de pas forcément être en retard. Euh, donc, à la petite blague, j'espère qu'un jour on arrivera à anticiper un bear market. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc la théorie des super cycles. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des vrais super cycles, il n'y en a pas eu. C'est la première chose dans le monde financier. Euh, donc maintenant, la question, c'est vraiment, euh, finalement, la vraie question de fond, je dirais, c'est est-ce qu'on va arriver dans cette théorie de la perte de valeur des monnaies fiat, qui est vraiment pour moi on va dire un peu le centre de cette théorie Bitcoin est vraiment un vrai edge finalement au ce qu'on appelle le debasement des fiat currency, donc des monnaies fiduciaires, et de la perte de valeur. C'est une question qui est hyper dure à répondre, très sincèrement, puisqu'il y a beaucoup de force en jeu, d'accord, entre les banques centrales, on va dire le business cycle, les injections de liquidités. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui sont à prendre en ligne de compte. Euh, je pense pas qu'on ira, à vrai dire, vers un vrai super cycle. Non pas que je crois pas à la théorie de la perte de valeur des monnaies fiduciaires, mais je pense pas qu'on ira vers un super cycle. Ce que je pense, c'est que on va dire le trust, donc vraiment qu'on met envers les valeurs fiduciaires, risque de réduire petit à petit. D'accord? Donc, on va avoir de plus en plus de gens qui vont essayer d'aller vers des assets, et on le voit vers les nouvelles générations, qui essayent d'aller vers des actifs, on va dire, plus crypto. D'accord? Plus prise de risque et ce genre de choses. Finalement, moi, mes parents, ils allaient plus sur des actions, ce genre de choses, ou même des assurances vie. Et maintenant, on se rend compte que les nouvelles générations viennent plus vers la crypto. Euh, et donc, j'ai envie de te dire, on est en train d'arriver finalement un peu tu vois, une croisée des chemins, comme tu le disais si bien. Euh, où là, à l'heure actuelle, on est dans cette phase où soit le Bitcoin explose, parce que cette théorie finalement, toutes les monnaies fiduciaires sont des monnaies qui sont complètement inflationnistes, où finalement on va devoir rajouter de la liquidité, on va devoir créer de la dette en continu, et finalement on va rester dans ce cycle-là, hein, parce qu'il se passe aux États-Unis, hein. Et finalement on n'arrivera pas à s'en sortir, d'accord? Et donc finalement, si tu as cette vision-là et que tu y crois, la seule chose qui te fait tenir finalement, c'est on va dire des actifs qui sont pas déflationnaires, mais des actifs qui sont des hard assets, des actifs où il y a très peu d'inflation, voire pas du tout. Donc, on va parler de l'or. Et d'ailleurs, je pense que l'or, on voit très bien le chart, hein. J'ai pas besoin de l'expliquer. Je pense que ça parle tout seul. Et le Bitcoin est pareil. Donc maintenant, la vraie question pour le Bitcoin, et les cryptos, c'est est-ce que le Bitcoin est un asset à risque, ce qu'on appelle un asset risqué, typiquement. Donc dans la catégorie, on va dire des institutionnels, ils le mettent dans les actifs risqués à l'heure actuelle. Et est-ce qu'on va passer d'un actif risqué à un actif finalement qui est plus comme de l'or digital? Donc si tu veux vraiment un hard asset, c'est toute la question, j'ai envie de te dire à l'heure actuelle. Très sincèrement, j'ai pas de réponse. La façon dont je me positionne moi à l'heure actuelle, si je dirais plus, je suis pas certain qu'on bouge d'ici la fin de l'année et qu'il se passe grand chose. Je pense plutôt qu'on va avoir un marché qui risque d'être assez sideways. Euh,
Et j'aurais tendance à dire peut-être début d'année 2026 avec quelque chose qui se passe. Une fois de plus, quoi? On peut pas savoir. Je fais pas de prédiction sur le marché ou quoi que ce soit. Euh, mais je dirais qu'effectivement, il risque de se passer des choses, même au niveau des monnaies fiduciaires, etc., et ce genre de choses, euh, et même dans les actifs à l'heure actuelle et dans la façon dont le marché se comporte. Euh, En tout cas, s'il y a une chose que je peux dire et que j'applique personnellement, acheter du Bitcoin toutes les semaines, c'est pas une bêtise. Je pense que s'il y a bien une chose dont je suis assez certain depuis quelques années, c'est ça, très sincèrement. C'est vraiment une discipline que j'ai. Alors, je le fais via notre app puisqu'on a une fonctionnalité pour faire ça, qui permet de faire du DCA. Euh, et j'aurais tendance à dire que si vous achetez du Bitcoin toutes les semaines pendant encore 5 ans, il y a très peu de chances que vous soyez perdant si vous avez un horizon long terme. Donc, je dirais super cycle, non, dans la forme dont tu le parles, c'est-à-dire plus de cycle business, plus de cycle financier, plus de cycle de refinancement, plus de cycle à 4 ans. J'aurais tendance à dire peut-être qu'on va avoir des cycles un peu plus longs ou un peu différents, mais finalement, on risque quand même d'avoir des mouvements, tu vois, qui oscillent un peu. Ça, c'est un Ok, peu parce que si on ma fait une lecture. analogie, c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, il y a trois écoles. La première école, c'est celle que je défends, puisque ça a été mes travaux qui ont été faits depuis 2021 et que je vois que en fait, beaucoup ont repris ces travaux-là sur les fameux 1048 jours, puis les 360, et puis les 428 jours, et puis les 32, et puis etc. etc. Mais en fait, finalement, si tout le monde le joue, ça risque pas trop de ça d'arriver. Donc l'idée, c'est grosso modo, fin octobre, début novembre, on est sur le top de marché et on part en bear market pendant un an. Et on se retrouve fin 2026. La deuxième idée, c'est les cycles sont un petit peu différents. Wall Street est rentré dans Bitcoin et dans les crypto-monnaies Mhm. aujourd'hui. C'est plus une surprise. Ils y sont. Et on aurait d'ailleurs pu attendre un décalage de prix pour essayer d'emmagasiner de la valeur beaucoup plus puissant. Or, la Ouais. déception est un petit peu au rendez-vous finalement par rapport à des mannes financières qui sont rentrées. Et on voit bien que c'est très bien maîtrisé. Toute la technique était bien respectée, les retracements Fibonacci sont bien respectés. Donc, grosso modo, même si c'est toujours très prenant émotionnellement et psychologiquement, c'est propre techniquement. Donc, ceux qui nous écoutent et qui font très peu de technique, bon, sachez que c'est bien dans les mains des institutionnels, il n'y a plus de doute par rapport à ça. Il y a la version, il y a la deuxième école qui vont dire ouais, après 2026, vous allez voir, on va reprendre la planche à billets, ça va repartir, on se retrouve au deuxième trimestre 2026, etc. Quand d'autres, à ce moment-là précisément, disent non, 2026, c'est récession et on est en train de passer via des indicateurs avancés la récession. Et il y a une troisième école. Bon, en fait, il n'y a plus de cycle, donc super cycle. Et ça va être quoi en fait un super cycle? C'est un petit peu ce qu'on a vécu depuis 2008. Je ne sais pas si tu le ressens sur les marchés traditionnels. Depuis l'ingérence de la Banque centrale américaine, qui en fait est là comme pompier pyromane, les seules dégradations de marché qu'il y a eu, plus ou moins profondes, ça va être le Covid, ça va être une Mhm. anticipation potentiellement de la récession de 2018 qui avait été criée par les plus grands banquiers centraux comme Jamie Dimon, JP Morgan. Mais en fait, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu réellement de récession. Là, on a vu par rapport aux tarifs douaniers vis-à-vis de Donald Trump avec une dégradation tout de suite rachetée. Et on a vu par rapport à Joe Biden la plus grosse augmentation des taux directeurs de la Fed, c'était en 2022-2023. Mais Ouais. en fait, on n'a pas eu de bear market sur les indices. Donc, est-ce que cette idée de dire, bon, en fait, maintenant, quoi qu'il arrive, la Fed sera derrière. Tu l'as bien vu en mars 2023, il y a eu un vrai problème au niveau de Silicon Valley Bank, où toutes les banques américaines ont été, en l'espace de 48 heures, en faillite. Toutes sans exception par rapport à la baisse des taux. Bon, l'augmentation des taux violents. Qu'a fait la Fed avec Yellen? Je collatéralise à 100% toutes vos obligations d'État. Vous avez besoin de liquidité, je vous en donne. Donc en fait, on peut dire qu'il peut plus y avoir de crash tel qu'on les pensait comme 1929. Et s'il y a réellement un crash comme ça sera un crash qu'on n'a donc jamais vu et ce sera un crash de confiance. Et donc ma question pour pouvoir conclure ce qu'on vient d'exprimer ensemble, le fameux j'envoie du Bitcoin toutes les semaines, tous les mois, etc., ça peut pas être une mauvaise idée parce que si on rentre dans une rupture de confiance, à ce moment-là, la seule valeur réelle du monde d'aujourd'hui, du 21e siècle, c'est pas l'or parce que vous n'allez pas le détenir directement, c'est Bitcoin parce que c'est clairement le gage de liberté. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là? Donc, dans tous les cas, en fait, quel que soit le scénario, je me dis que gager du Bitcoin, c'est pas une bêtise, donc ça devrait renforcer des billets spéculatifs. C'est exactement ça, et je suis entièrement d'accord avec toi en fait. Comme on est vraiment sur une crise de confiance des actifs, si tu veux, et finalement on est sur une crise de confiance des actifs fiduciaires et donc finalement des banques centrales, des pays en eux-mêmes, hein, tout simplement. Hein. Finalement, comme tu le dis, cette nouvelle génération qui remplace ça et qui élimine tout système de trust et de confiance, c'est Bitcoin. Il n'y a pas de secret de toute façon. Et je pense que nous, on n'est pas à convaincre parce qu'on est là dans le milieu depuis longtemps et je pense que cette théorie, on l'a compris de toute façon. Euh, et c'est pour ça que de toute façon, il y a
il y a vraiment aucun risque pour moi. À partir du moment où on a compris ce mécanisme-là et on a compris ce système-là, et je pense qu'il y en a qui ont fait qui l'ont compris beaucoup plus tôt que nous. Si tu veux, les gens qui ont acheté en 2000, tu vois, 2011, 2012, et c'est dans ces périodes-là, l'avaient compris avant nous, très sincèrement, ce mécanisme-là. Mais je pense qu'une fois que ton cerveau a switché vraiment dans ce mode-là, difficile de revenir en arrière, très sincèrement. Euh, et non, je te rejoins sur tout ça, très sincèrement. Et je pense que la vraie crise, alors la vraie crise qui pourrait arriver, c'est une crise des collatéraux. Et donc c'est une vraie crise au niveau des ce qu'on appelle les bonds, tu vois, les treasury bills. Au niveau donc finalement c'est les bonds américains, les bons au trésor. Euh, et là, une crise des collatéraux veut dire que à partir du moment où on a le yield qui augmente et donc finalement le pourcentage du bond qui augmente, son prix, donc le prix actuel des bonds du passé diminue, d'accord? Ça c'est un effet qui est classique. Euh, Pourquoi? Parce que les bonds de maintenant sont plus intéressants que les bonds d'avant si le pourcentage a augmenté, tout simplement. Je suis moins enclin à acheter un bond à 5,5 alors que maintenant il est à 6, tout simplement. Euh, et donc finalement, ces gens qui ont ces collatéraux-là, euh, le prix sur le marché baisse, d'accord? On est dans un monde qui est entièrement collatéralisé, d'accord? Et ça, il faut le comprendre. Donc les banques, on leur demande d'acheter des obligations d'État. Et aux États-Unis, c'est ce qui se passe. On monte les requirements pour leur dire d'acheter plus d'obligations. Et si à un moment les taux continuent de monter, euh, les taux des obligations, on risque d'avoir un problème, puisque finalement, ces banques, elles se retrouvent avec un paquet de bons qui sont sur des maturités à 5, 10 ans, 30 ans, et finalement, ils peuvent plus rien en faire. Donc, ils se retrouvent avec des choses loquées. S'ils doivent les vendre maintenant, ils vont perdre de l'argent. D'accord? Ce qui veut dire que vos dépôts dans les banques sont collatéralisés par ces choses-là. Donc, ils récupèrent votre argent, ils vont acheter ces bons au trésor sur 10, 30 ans. Mais à un instant T, s'ils veulent récupérer l'argent si vous partez, finalement, ils peuvent pas récupérer 100% de la valeur. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et il y a une théorie sur cette crise des collatéraux, si tu veux, avec les taux qui augmentent. Et c'est exactement ce dont tu as parlé. Finalement, quand ce qui s'est passé avec à un moment avec Silicon Valley Bank, hein, alors là, c'était encore autre chose, hein, à un autre niveau. Mais à partir du moment où les taux augmentent, c'est un vrai problème. Que si les banques doivent ce qu'on appelle mark to market, c'est-à-dire vraiment prendre les bonds et les regarder au prix du marché actuel s'ils devaient les vendre, on se rend compte qu'en fait, les banques sont insolvables, tout simplement. Absolument. Et voilà. Et donc ça, pour moi, je dirais que c'est la grosse crise potentielle. Je dis pas que ça va arriver, mais je dirais que c'est un scénario qu'il faut garder en tête, d'accord? Et c'est un scénario qui peut arriver, tout simplement. Oui, sachant qu'on est d'ailleurs en stress test actuellement, à l'heure où on se parle. Oui. Il y a un stress test puisque si on revient en 2014-2015, les T-bonds étaient proches de 0%, voire en taux négatif, à peu près partout sur la planète, et qu'on arrive sur des expirations donc à 10 ans ici, et la moyenne d'expiration des bons du Trésor américain, toute duration confondue, c'est un tout petit peu moins de 10 ans. Donc si tu prends 2014-2015, tu vois, tu arrives 2025, 2024, 2026. Donc là, on est en fait en plein stress test. Peu le voient, peu le sentent, mais il y a un vrai stress test. Et c'est vrai que je l'avais ajouté dans ma thèse d'investissement pour dire que si Bitcoin doit être adopté, c'est clairement en essayant de faire jaillir sur les médias traditionnels ce stress test qu'on est en train de vivre. Donc on a vu le stigmate, je me suis dit, c'est bon, c'est maintenant. Et je ne sais pas si tu te rappelles, et beaucoup se rappellent de cette situation-là de mars 2023, où le Bitcoin est parti chercher de la liquidité. Et puis au moment où Yellen ou Jérôme Powell se sont mis d'accord pour collatéraliser tout le système bancaire américain en l'espace d'un week-end, le Bitcoin a explosé. Vraiment, il a pris 30 ou 40% l'espace d'une semaine et on s'est dit, c'est bon, le stress test, il est là. La réponse, on l'a. Bitcoin ne peut que aller de l'avant. Et puis, on a l'impression qu'on se retrouve dans une situation beaucoup plus... ça va beaucoup mieux. Tu vois, il y a l'IA qui prend de l'attention, il y a les conflits un petit peu partout dans le monde qui prennent aussi de l'attention. Et en fait, on est en train d'obscurcir ou complètement via une amnésie de très court terme, ces risques systémiques, qui sont vraiment des risques systémiques connus aujourd'hui. Mais ça fait tellement d'années en fait qu'on les repousse. Et au pire des pires, on prendra l'argent chez les gens et on collatéralisera le travail de l'ensemble de l'humanité. Et finalement, ce système-là ne peut pas tomber. Donc, si on veut que le système tombe, il faut juste arrêter de travailler et ressortir notre argent des banques. Et logiquement, le système tombe. Je ne vous invite pas à le faire. Personne ne veut ça. Et personne ne veut d'un monde aujourd'hui qui n'est pas préparé à recevoir Bitcoin comme monnaie légale planétaire. Ça deviendra un collatéral. Ça prendra des années pour le faire. Et c'est d'ailleurs une question que je vais te poser, Aurélien. On peut parler un petit peu de plus long terme. On peut parler à 2030 ici par rapport à la vision de Swissborg. On a parlé de plusieurs narratifs. On a parlé du Borg. On a parlé de crypto-monnaies, de Bitcoin en particulier.
comment Swissborg souhaite naviguer dans ses prochaines fonctionnalités, un petit peu comme les Alpha Deal, par exemple. Certains ont très bien réussi, d'autres ont moins bien réussi. On était un petit peu à la place et la casquette d'un VC. C'était franchement sympa à expliquer, sympa à partager. Est-ce qu'il y a d'autres innovations comme ça que Borg a actuellement ou Swissborg a actuellement en magasin pour pouvoir nous le proposer, mais pas aujourd'hui, peut-être voilà, donne-nous de la vision à 2028, 2029, 2030, sans pour autant suivre les cycles, c'est pas quelque chose d'intéressant, mais voilà. Comment se positionne la vision à 2030 Swissborg et comment je verrai Swissborg d'ici 5 ans? En fait, je dirais que l'approche pour moi, elle est assez simple. C'est que finalement, la finance actuelle est en train de se cryptoifier, d'accord. Donc ce que peu de gens voient dans on va dire dans le monde normal, c'est que finalement tous les rails et finalement l'infrastructure classique est en train de basculer sur de la crypto, d'accord, et sur des blockchains typiquement. On voit un vrai shift en train d'apparaître. Et pourquoi ça? Bah parce qu'il y a des économies de coûts, tout simplement. Donc ça permet de réduire les coûts en fait, simplement quand on parle de la tokenisation et ce genre de choses. Donc je dirais finalement, nous en tant que pure player crypto, parce qu'on est un pure player crypto, d'accord, on vient pas du monde de la finance, on vient du monde de la crypto directement. Euh, on connaît très bien ce milieu-là. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que finalement, on est parti de la crypto, qui était finalement le premier ensemble qu'on a eu sur les blockchains. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, via la technologie blockchain, à laquelle on est déjà intégré nous, bah, on a aussi finalement tout le marché des assets tokenisés qui est en train d'arriver. Donc finalement, les actions, d'accord. Donc tout ce qui est obligations et tous ces choses sont en train d'être tokenisées sur des infrastructures que nous on maîtrise, tout simplement. Donc je dirais que la vision interne de Swissborg finalement, c'est de capturer tout ce qui est en train d'être mis sur cette nouvelle infrastructure où nous sommes déjà très bien positionnés. Donc finalement, je dirais plus qu'on est dans une démarche de devenir une application financière plutôt de rester un pur player crypto. La crypto finalement reste quelque chose d'important pour nous, d'accord. Mais finalement j'ai envie de dire le monde financier se digitalise. J'aime pas le mot digitaliser, mais se digitalise typiquement. Et donc toute l'infrastructure passe sur des blockchains. Donc finalement, à nous maintenant de devenir une application financière et de faire en sorte que n'importe qui puisse bénéficier de toutes ces nouvelles choses qui sont tout ce qui est tokenisation et ce genre de choses, et toutes les avancées technologiques directement via l'application Swissborg. Donc oui, effectivement, on a plein de choses qu'on est en train de réfléchir. Je vais pas citer toutes les choses sur lesquelles on discute. Je viens d'en parler avec toi là, à l'heure actuelle, mais tu vois un peu l'angle à 2030. Finalement, j'aimerais me dire qu'à un moment, le shift il est fait entre crypto pure player et finalement devenir une application de finance, tout simplement. Et finalement, Swissborg, c'est ce qui va te permettre de faire du wealth management finalement à travers des rails crypto, tout simplement. Sauf que la seule chose, c'est que ça va te coûter moins cher déjà d'une, et de deux, tu le verras pas que c'est de la crypto derrière. C'est tout Oui. l'avantage, et c'est l'avantage de ce qu'on fait. Ça me fait Voilà. penser beaucoup, tu mets le point sur quelque chose d'intéressant. Par exemple, demain, acheter de l'action SpaceX sur Swissborg, ce sera possible. Acheter de l'OpenAI, ce sera possible, alors que c'est ni introduit en bourse, ni... bon, ça, beaucoup d'Américains commencent à y penser. Il n'y a Mhm. aucune régulation par rapport à ça, mais on sait que ça va finir par arriver. En gros, tout ce qui est private equity, acheter des parts, Swissborg deviendra peut-être un BlackRock demain européen pour acheter directement de l'equity dans les parts et le redistribuer en le tokenisant à l'ensemble de ses utilisateurs. Si je devais poser juste une question, est-ce qu'en fait, demain, la crypto, est-ce que demain, il y aura des BlackRock de la crypto tel qu'on arrive à l'imaginer aujourd'hui en termes plutôt en mandat, en disant faites-moi confiance, moi je sais, vous savez pas forcément, et vous n'êtes plus forcément acteur de votre trading, de vos investissements, parce qu'en fait, on voit bien que Swissborg, depuis des années, tente de faire de l'éducation, et en fait, on s'aperçoit peut-être que l'éducation, les gens n'en veulent tout simplement pas, ils veulent tout simplement faire autre chose, aller à la plage, profiter, etc., et que leur argent travaille pour eux. Et j'avais d'ailleurs fait une thèse là-dessus sur la chaîne d'Hermès Productions. Les gens veulent faire de l'argent en dormant. Je n'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas forcément envie de regarder les rois du Bitcoin, j'ai pas envie de commencer à regarder les graphiques, etc. Faites-le pour moi et proposez-moi au moins le marché ou supérieur au marché via tous les mécanismes que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est ça peut-être le devenir de Swissborg demain? En fait, j'ai envie de te dire oui, parce que si tu regardes un peu la façon dont on évolue, on a déjà, je dirais, des produits qui répondent à ça. On a nos crypto bundles, qui sont vraiment de l'investissement en autopilote. D'ailleurs, on vient de voir que des concurrents
littéralement copié la fonctionnalité. Donc, ce qui est bien, parce que ça veut dire aussi qu'on était un peu en avance sur notre temps. Donc, finalement, c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Et maintenant, on a vraiment cette notion de portfolio manager aussi dans l'application, qui est importante. Où là, c'est vraiment justement ça en fait. C'est j'ai besoin d'un autopilote, d'accord. J'ai, comme tu le dis, je préfère aller à la plage, je préfère aller courir, je préfère faire autre chose que de manager mon argent. Et finalement, il y a vraiment cette chose-là, c'est-à-dire que on a un peu des outils pour tout le monde, d'accord. Si tu veux le faire toi-même, on te permet de le faire. Si tu veux donner ton argent dans des stratégies et les poser dans des stratégies qui vont faire en sorte que ça travaille pour toi, avec un peu plus de notre intelligence finalement, on peut le faire aussi. Là, il y a un autre produit qu'on a lancé qui s'appelle les Trading Vault, où finalement on reprend quelque chose de très simple, qui est une stratégie de trading, et on la package dans un produit pour que les gens finalement puissent bénéficier de rendements liés au trading qui sont forcément supérieurs à ce qu'on peut être sur des rendements passifs. Euh, mais en même temps, ils n'ont pas à se soucier de l'exécution, ils n'ont pas à se soucier de la psychologie, c'est-à-dire que s'ils avaient les positions eux-mêmes, typiquement, ils auraient peut-être vendu avant qu'on arrive sur les take profits que nous, on a fixés. Donc finalement, oui, on est dans on est dans une dynamique de proposer des produits qui sont un peu plus managés, j'ai envie de te dire. Mais c'est aussi quand même assez important pour moi, je trouve, de garder toute cette structure qui fait que n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est si tu souhaites le faire toi-même, tu as les outils. Si tu ne souhaites pas le faire toi-même, tu as les outils. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il faut pas partir vers plus l'un ou l'autre. C'est important de garder cette granularité et d'avoir vraiment les outils pour vraiment faire en sorte que tout le monde puisse accéder finalement à devenir financial free, ce qu'on essaye de faire avec tous nos utilisateurs, mais de la façon dont ils souhaitent. Et ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, c'est en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et il y en a qui vont commencer avec du manager et qui vont finir par le faire eux-mêmes. Et c'est important d'avoir tout, pour moi. Ok, très intéressant et ça me donne une magnifique transition. Parce que d'un côté, quand on fait soi-même, généralement, on prend la responsabilité Mhm. des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on décide de s'exposer sur la finance décentralisée, s'exposer sur des protocoles qui sont naissants mais qui peuvent proposer des rendements qui sont très alléchants. Et parfois, on décide de ne pas prendre la responsabilité, donc on va le laisser à Swissborg et parfois ça coince. C'est passé un événement qui a été un événement très douloureux pour l'ensemble de la communauté Swissborg. Il y a eu un hack qui s'est passé sur un des protocoles, notamment Solana, sur Kins. Est-ce que... Alors moi, ça m'a très surpris, hein, c'était 23h30, on m'a envoyé plein de messages, on a dit, il y a un souci chez Swissborg, c'est un gros problème. Je pense que Cyrus ou quelqu'un va prendre la parole, restez à l'écoute, et effectivement, au moment où j'avais la réponse, Cyrus prenait la parole. Dans le même temps, il y a le token qui a perdu, je crois, 10-12% en quelques minutes, donc Mhm. un effet de panique. D'où ça vient? Ça vient de Swissborg, ça vient pas de Swissborg, il faut vite prendre l'information. Et en fait, peut-être 30 minutes plus tard, 1 heure plus tard, tout était plutôt revenu à la normale. C'est pas la première fois que ça arrive. Alors c'est Swissborg. Si, même si c'est pas directement Swissborg, mais c'est un protocole utilisé par Swissborg et tu pourras le détailler juste après. Bybit également avait vécu ça. C'est à peu près le même mécanisme. C'est pas forcément directement Bybit, mais c'est plutôt des multisignatures ou des techniques de hacking très sophistiquées. Et on va pas se mentir, les techniques de hacking, il y a de l'argent sur ce marché, sont de plus en plus sophistiquées. Les Mhm. hackers sont de plus en plus formés et informés. Il y a vraiment de l'argent à faire. Donc, est-ce que oui ou non, on va continuer à être confronté à ces situations qui sont désastreuses? On parle de plus de 1,6 milliard de dollars pour Bybit, 40 millions pour Swissborg, un petit peu plus. C'est pas du tout la même mesure, mais l'impact émotionnel est assez équivalent. Est-ce que Mhm. oui ou non, aujourd'hui, on peut se dire que l'adoption est bloquée par rapport à cette prise de responsabilité qu'on essaye de se dédouaner vis-à-vis d'acteurs de marché qui sont aussi parfois piégés? Est-ce que ça, on va continuer à le subir et il y aura peut-être des assurances, comme AAV, on en parlait juste au début de la vidéo. AAV a une trésorerie d'assurance et vous Mhm. recevez du yield si vous assurez. Mais si jamais il y a un hack dans le protocole, on peut prendre 30%, peut-être 70% de vos AAV. Ça, je trouve des mécanismes, voilà. Vous êtes assureur, prêteur, je trouve ça intéressant. Ma question est très simple. Est-ce que par rapport à ce que tu as vécu depuis dans l'écosystème crypto, tu en vois plus, moins, plus sophistiqué, plus agressif? Et est-ce que dans le devenir de demain, on sera quand même de plus en plus protégé de ces événements-là? Alors, je dirais qu'on en voit moins, tout simplement. Parce que il y a forcément un knowledge qui augmente. Donc, si on parle déjà donc on va revenir sur l'incident sur lequel nous, on a été impacté directement. Donc, c'est effectivement un de nos partenaires de staking qui s'appelle Kiln qui a été impacté. Euh,
Donc le hack a été chez eux, hein. C'est pas chez nous, hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que nous n'avons pas été hackés, d'accord? On utilise leur service uniquement, d'accord? Et c'est parce qu'on a utilisé leur service qui était compromis qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Donc déjà, ça c'est la première chose que je veux dire, c'est il y a eu zéro hack chez Swissborg, il s'est pas passé de choses là-dessus. C'est sur un prestataire de service. Euh, et effectivement, sur la dimension, on va dire sur la dimension des hacks et sur ce qui se passe, euh, je dirais qu'on arrive sur une plus grande technicité, d'accord. euh, Je pense que déjà une chose, c'est que on va aller de moins en moins sur des hacks pure smart contract, pour la simple et bonne raison aussi que on va dire, il y a une vraie croissance au niveau des auditeurs, au niveau du knowledge, au niveau des outils, qui font que ça devient de plus en plus difficile de trouver des failles, hein, dans le smart contract. Donc je dirais ça, il y en aura forcément toujours, d'accord, mais je dirais que ça va aller en diminuant. Là, ce qu'on voit maintenant, et c'est là que c'est important, c'est qu'on se rend compte qu'en fait maintenant les attaques et certains hacks passent par des attaques Web 2, c'est-à-dire de la compromission de système, donc du hacking pur et simple. Et finalement, c'est un peu le shift qu'on voit sur ces trucs-là, c'est que finalement, ça devient dur finalement d'attaquer des infrastructures Web 3 avec des smart contracts, de plus en plus dur. Donc finalement, on essaie de se retrouver sur des trucs où les hackers sont déjà très bons, et finalement, c'est des hacks sur du Web 2, et donc sur de l'infrastructure classique. Euh, donc j'aurais tendance à dire, je pense que les hacks vont aller en diminuant, et il y a un point qui est important dans tout ça, et je le vois bien de notre côté, c'est la régulation. La régulation, il y a beaucoup de gens qui tapent dessus. Euh, Malgré tout, la régulation, elle fait quelque chose, c'est que elle pose des pratiques en termes de blanchiment d'argent, en termes de financement du terrorisme, etc., sur les plateformes, ce genre de choses. Et finalement, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'à l'heure actuelle, ces fonds, quand ils doivent sortir, ça devient de plus en plus dur. D'accord? Et pourquoi ça devient de plus en plus dur? Parce que quand il s'agit de les faire sortir en monnaie sonnante et trébuchante, eh ben finalement, c'est de plus en plus complexe parce que les plateformes mettent en place des contre-mesures pour éviter ces flux illégaux finalement. D'accord? euh, Et donc, plus on va avancer dans un système de régulation au niveau mondial, plus ça va être compliqué pour les acteurs de sortir l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe et qu'on voit. Donc, à plein de gens qui tirent un peu sur les régulations, sur Mika, sur ce genre de choses, sachez qu'il y a quand même un effet très positif qui est que ça renforce tout ce problème de pouvoir sortir l'argent des plateformes. D'accord? Parce qu'un hacker, s'ils ont 50 millions qui sont déposés sur la blockchain, s'ils ont rien pour le sortir, ils n'y arriveront pas, tout simplement. Donc à un moment, il faut que les fonds sortent. Et tout le monde n'est pas la Corée du Nord avec avec des façons diverses et variées de sortir l'argent de la blockchain, d'accord. euh, donc j'ai envie de dire, je pense qu'on va aller sur une complexification des hacks, d'accord. Et on va aller sur, je pense, de moins en moins, mais peut-être plus gros, très sincèrement. Donc il y aura de moins en moins d'occurrences. Et ouais, effectivement, des montants plus importants. Effectivement, quand les gens viennent sur des plateformes régulées, etc., malheureusement, il y a toujours ce risque. Et on va pas se mentir, nous, on pensait pas du tout que ça arriverait via ce partenaire. Enfin, on va être très honnête, hein. Euh, ça nous a extrêmement surpris. Et on s'attendait à plein d'autres choses, sur plein d'autres stratégies et plein de choses qu'on fait dans notre programme Earn. Et de très loin, le staking et Kill étaient vraiment là-dedans. Donc, donc une fois de plus, ça montre aussi qu'il y a potentiellement un risque. Mais finalement, tous ces événements vont aussi faire en sorte que on s'améliore. Il y a un knowledge commun, comme tu dis, il y a des assurances aussi. Euh, et finalement, avec des institutionnels qui rentrent dans le milieu, on a aussi des protocoles comme par exemple AV et Morpho avec des fonds institutionnels. À partir du moment où des fonds institutionnels commencent à rentrer dans ces protocoles-là, c'est des gens qui demandent énormément de sécurité, mais de la même façon que nous, on le demande, hein, très sincèrement. Donc, je pense qu'on va aller vers une amélioration de l'écosystème, mais effectivement, ça reste du digital, ça reste du cyber, et donc à un moment, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui peut se passer, comme on l'a vu là à l'heure actuelle avec ce qui s'est passé chez Kim. Oui, tout à fait. Et en plus, c'était un cas isolé. Parce qu'on n'a pas eu Mhm. d'autres cas, parce qu'on s'est dit, oui, il y a Swissborg, mais attendez, Kiln, c'est pas que Swissborg, hein, c'est un des plus gros, si ce n'est le plus gros aujourd'hui, staker de Solana, Ethereum, etc. Donc, d'ailleurs, on l'a vu au niveau des sorties très massives des validateurs de Kiln sur Ethereum. Donc, si vous voyez un pic énorme où il y a énormément d'Ethereum qui sont en train de sortir et les gens, ils veulent vendre. Non, non, c'est Kiln, il va revenir, vous inquiétez pas.
il se remet à jour parce qu'en fait, ils ont pris un coup de flip et ils se disent, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont corrompues? On va leur laisser travailler de ce côté-là. J'espère que ça restera donc un cas isolé. La surprise, c'est que Swissborg est relativement encore limité dans son aura à l'international. On aurait plus pensé à un Coinbase, à un Binance, à un Bybit. Putain, c'est tombé sur Swissborg. J'ai Ouais. presque envie de dire, c'est presque une chance. J'ai envie de dire. Ouais. Pas pour nous, pas pour vous, mais techniquement, Mm. ça aurait dû se passer, ça aurait pu se passer différemment. Qu'on aurait dit oui, c'est des gros, ils ont énormément de liquidités, ça peut éventuellement se passer comme ça. Ok pour ça. Bon, on passe, tout va bien, le token s'est tout à fait bien remis et c'était juste le timing qui n'était pas idéal puisqu'il y avait beaucoup d'annonces qui étaient en attente et finalement vous avez réussi à les sortir et ça s'est très bien passé pour la suite des événements. Je reviens sur quelque chose de très important puisqu'on parle ici de sécurité, de responsabilité, d'allocation au niveau des altcoins ou de nos crypto-monnaies, mais on les investit dans quoi? Parce qu'en réalité, il y a énormément de thématiques, il y a énormément de narratifs. On va reparler de la DeFi, on peut reparler des RWA, on va parler des DePIN, on va parler de l'IA. Mais au fond, on a bien compris que s'il n'y a pas réellement de contraintes liées au token ou mettre le token au centre même de l'écosystème, on voit bien que ça végète. Et l'adoption qu'on attendait tous sur ces protocoles-là, finalement, semble ne pas arriver, sauf les plus gros, ce que j'ai tendance à appeler, moi, les projets qui sont institutionnalisables, comme Aave, Link, Ethereum, Solana, etc., Avalanche. Et on le voit de plus en plus des protocoles qui sont ici adoptés. Il y a des nouveaux qui commencent à arriver de narratifs. J'appelle ça les shitcoins des institutionnels, les DEX. On l'a vu très récemment Aster, on a vu vis-à-vis de la Binance Smart Chain, on a vu également Hype de Hyperliquid. Ce sont des concurrents directs de Swissborg. Est-ce que Swissborg, via sa technologie de Smart Engine, ne va pas en fait se diriger vers ce type de possibilité? Je m'explique. Zéro KYC, non custodial. En gros, Swissborg propose une ligne de produits qui est 100% décentralisée pour pouvoir éventuellement concurrencer ce qui est en train de germer aujourd'hui, donc toujours en quête de liberté, un petit peu l'anarchisme financier, puisqu'on voit que ça fonctionne et qu'il y a quand même des volumes qui sont créés. Alors, on va chill, on va essayer de farmer, chill les airdrops, etc. On va pas se mentir, ça va après vraiment comme les mêmes coins ou comme les NFT il y a quelques années en arrière. Mais aujourd'hui, ça pose question. Est-ce que moi j'avais fait cette thèse-là il y a un an, peut-être un an et demi en arrière, j'avais commencé à essayer de diriger la communauté des rois vers essayer les échangeurs décentralisés. On a travaillé pendant quelques mois avec DYDX. J'ai vu que ça n'avait pas pris. Il y avait très très peu en fait d'utilisateurs qui sont partis pour éventuellement se connecter à MetaMask et Pleur pour se mettre sur ce type d'échangeur décentralisé. Donc je pars du principe que c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais peut-être que Swissborg voit quelque chose de différent de moi. Est-ce que les narratifs vous en suivez? Quels sont les narratifs que vous suivez encore une fois, dans une vision des 2, 3, 4, 5, peut-être 10 prochaines années? Et est-ce que le narratif DEX explosif actuellement est pris en compte par Swissborg? Alors oui, je vais te répondre tout de suite sur le narratif DEX. Oui, oui, il est très pris en compte puisque de toute façon, on intègre les DEX dans notre Smart Engine. Donc on a vraiment pris conscience de ça. Ça fait longtemps en interne qu'il y a une prise de conscience. Donc Swissborg, malgré que ce soit quelque chose de centralisé, fait de la DeFi depuis très longtemps. D'accord, on a des gens très expérimentés là-dedans. Et donc non, c'est quelque chose qu'on a suivi. Avec Hyperliquid, on l'a suivi depuis le début. Je peux te donner une anecdote. On était sur la plateforme quand il y avait que 700 000 $ de déposés dessus, pour te donner un ordre d'idée, quand on est arrivé dessus. Mais ça, je te parle de l'équipe DeFi. Donc oui, on a suivi tout ce mouvement-là, très sincèrement. Et on l'a vu, finalement, on l'a vu croître, d'accord. Et finalement, avec tout le pari qu'on a mis sur Solana, euh, avec de l'infrastructure là-bas, le fait d'intégrer tout ça, euh, on croit au DEX, très sincèrement. Effectivement, maintenant, la question c'est comment les faire évoluer avec les régulations qui arrivent, parce que tu en as parlé. À l'heure actuelle, il n'y a pas de KYC, d'accord. Donc il n'y a pas de notion de blanchiment d'argent, ce genre de choses, etc., de checks qui sont faits. Ce qu'on fait, c'est qu'à l'heure actuelle, MiCA 1 n'englobe pas la DeFi. MiCA 2 va englober la DeFi. Ça, c'est une certitude parmi tous les acteurs. Donc effectivement, la question, c'est comment arriver à faire ce genre de choses. La question du non-custodial, c'est quelque chose auquel on pense et auquel on regarde aussi. Donc on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, mais j'ai plus tendance à dire sur l'angle de qu'est-ce qu'on pourrait proposer finalement à notre communauté qui fait du sens par rapport à leurs besoins, plutôt que de juste vouloir faire finalement du non-custodial un peu à la manière de nos concurrents, si tu veux,
à proposer un portefeuille, tu vois, un portefeuille Web3. On est plus sur le scope du quel vraiment produit intéresserait notre communauté. Et il y en a plusieurs, hein, tu vois, il y a tout ce qui est trading avec leverage sur les perpétuales et ce genre de choses. Donc il y a pas mal de choses qu'on regarde à droite à gauche. Et effectivement, la technologie non custodiale nous permettrait de le faire. Euh, mais on a aussi cette vision tournée vers l'avenir qui nous dit si on veut le faire de façon régulée, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc on balance entre les deux, si tu veux, et on essaye de trouver un peu le meilleur chemin. Mais oui, je vois pas pourquoi finalement les DEX et le non custodial s'arrêteraient. C'est juste qu'à un moment, il va y avoir forcément une surcouche. Et donc finalement, pourquoi pas se dire que bah, nous, vu qu'on a déjà cette surcouche-là, pourquoi on serait pas le meilleur vecteur d'intégration finalement de ces DEX, d'accord puisque finalement, on a déjà toute cette couche-là qui nous permet d'être régulé, typiquement, et d'être compliant avec la loi. Donc oui, on se pose la question, très sincèrement. Et pour toi, ça viendrait d'où, en fait, ce côté hype du côté DEX? Alors, hype, on parle de hyperliquide, mais ce qui brille aujourd'hui du côté DEX, qu'est-ce qui a fait c'est quoi le catalyseur? Qu'est-ce qui a fait que, bah, on va y aller? Alors, est-ce que c'est uniquement le fait qu'un token s'est littéralement décalé vers le nord? Ça suffit pas forcément. On parle de wallet non custodial. Coinbase en a un, Binance en a un. Aujourd'hui, ils ont leur propre échangeur décentralisé. Bybit également un échangeur décentralisé comme Apex. Ils ont leur propre wallet Web3. Tous les échangeurs ont leur propre wallet non custodial. On se dit, mais attendez, comment on arrive à jongler entre MiCA, la régulation américaine, vous êtes enregistré sur le sol américain, européen, peu importe indonésien, on s'en fiche complètement, mais vous avez également un non custodial et vous faites des passerelles entre votre sexe et vos wallets, puis votre DEX. À un moment donné, qui prend qui pour un andouille ici? Et d'après toi, d'où vient en fait ce côté un peu DEX? Est-ce que c'est tout simplement peut-être pas un échappatoire pour les sexes actuellement, pour se libérer et s'échapper de leurs défauts de régulation qu'ils savent très bien et qu'ils ont pertinemment en fait constaté, et que si on leur tombe dessus, ils explosent en l'air comme des pop-corn, et ils vont créer des DEX et des wallets pour dire oui, mais ça rentre pas dans ce qu'on vous propose, ça, on n'a pas fait la communication, ça. Est-ce que tu peux essayer de démêler tout ça, toi qui fais partie de cet écosystème-là? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un truc sous le tapis qu'on devrait peut-être pas voir et que vous avez déjà regardé au sein de votre équipe? Je dirais que, tu vois, un angle que tu n'as pas abordé, c'est typiquement l'angle business pur. Il y a deux choses sur pourquoi les échanges centralisés cherchent à avoir leur chaîne ou cherchent à avoir leur wallet. Finalement, c'est pour faire en sorte que les utilisateurs restent dans leur écosystème. C'est aussi simple que ça. Donc finalement, c'est une pure question de business, d'accord? C'est pas une question de je veux vous fournir le meilleur service, ce genre de choses. Non, c'est juste que je veux que vous restiez dans mon écosystème. Si Coinbase amène les gens sur Base, c'est parce qu'ils veulent pas qu'ils partent autre part, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc ça, c'est une question purement business. Et maintenant, quand tu prends la question des sexes et vraiment de la migration vers les DEX, bah nous, ce qu'on voit typiquement, c'est que à l'heure actuelle, on se retrouve avec des DEX, si tu prends typiquement sur Solana, ou même Hyperliquid, qui sont finalement, en termes d'infrastructure, aussi performants, d'accord, qu'un centralized exchange. À l'époque, moi, je me souviens où Hyperliquid est sorti, on avait une expérience qui était la même qu'un SEX, avec Bybit, tu vois, Binance, etc. Sauf que c'était complètement décentralisé. D'accord? Donc, j'avais mon wallet, et je pouvais faire exactement la même chose. Donc, il y avait quand même quelque chose d'assez puissant là-dedans. Et j'ai envie de te dire, la logique que tu pourrais y voir là-dedans, c'est à un moment, toutes les infrastructures Web 2 qu'ils ont pour faire tourner, qui sont très centralisées, pour faire tourner finalement tous leurs engines de trading, etc. Euh, Pourquoi ne pas la mettre sur leur propre blockchain? Parce qu'en plus, ça génère du volume. Typiquement, si t'es Coinbase, si tu déplaces tout ton trading et que tu mets ton exchange directement sur ta chaîne, ça fait du volume. Tu annonces un token, donc en plus, tu vas générer un rendement puisqu'il y a des gens qui vont staker. Donc, tu vois, tu recrées de la valeur sur ta blockchain à toi, finalement. Tu déportes ton business et en plus, tu le sécurises d'un côté. Parce que finalement, tout est fait on-chain directement. C'est transparent en plus. Donc, tu as pas mal d'avantages. Tu vas avoir une réduction des coûts, forcément en termes d'infra, puisqu'en plus, ton infrastructure est décentralisée. Donc, les serveurs sont hostés non pas par toi, mais par d'autres gens. Donc, tu vois, il y a vraiment un côté business pur et simple. Et ça, c'est un peu l'angle dans lequel on approche, nous, de notre côté. Et nous, si tu veux, si tu regardes un peu le play que tout le monde a fait, qui était de dire, on veut notre écosystème, on veut verrouiller les gens. De la même façon que Microsoft fait du vendor lock-in. Donc, le vendor lock-in, c'est simple, hein, tu veux que les gens restent complètement bloqués dans ton logiciel, avec toi, avec tes solutions et rien d'autre.
Donc, typiquement, si tu es Adobe, tu veux qu'ils utilisent que tes produits. Donc, tu fais en sorte que tous les raccourcis soient les mêmes dans tous les logiciels. Comme ça, tout le monde est capable d'utiliser toute la suite. Aussi simple que ça. C'est tout bête, mais ça marche. Et donc, l'idée, si tu veux, c'est un peu la même que tu as ici, en fait, en termes business. C'est, on veut les garder à tout prix avec nous. Donc, on va créer nos propres écosystèmes centralisés, enfin, décentralisés, d'accord, pour les garder avec nous. Swissborg, à l'inverse, on a fait le pari en se disant, nous, on est plutôt agnostique, d'accord? Et finalement, on va s'interconnecter aux écosystèmes, donc on est un peu au centre. Et finalement, je trouve que la proposition de valeur est vraiment meilleure pour l'utilisateur en termes de finalité. C'est que nous, on est plus à se dire, proposons les meilleures choses dans tous ces écosystèmes à nos utilisateurs, plutôt que de les forcer à aller vers un seul endroit et finalement que les choses qu'on va apporter nous, où je trouve très peu d'intérêt. Et donc, c'est un peu ça la différence, si tu veux, entre les deux. Et donc, le pourquoi du DEX, c'est parce que je pense qu'à terme, on verra une migration de tous ces échanges centralisés vers quelque chose de décentralisé qui sera régulé, d'accord? Je dis pas que ça va arriver tout de suite, mais je dis juste que la technologie blockchain est tellement en train de s'améliorer rapidement que d'ici à 5 ans, voir un Coinbase déployer son propre exchange et son order book directement sur Base, euh, pour moi, est quelque chose qui peut arriver. Ok, restons là-dessus. On est arrivé jusqu'au bout de notre échange. Ça fait un tout petit peu plus d'une heure qu'on échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Aurélien? Non, écoute, je rajoute rien d'autre. Je te remercie beaucoup pour le temps en tout cas et pour l'échange très sympa. Toujours un plaisir de discuter avec ça. Et puis je remercie encore toute notre communauté aussi qui nous fait confiance et qui nous a fait confiance après tout ce qui s'est passé. On travaille d'arrache-pied de notre côté pour faire en sorte que tout se passe bien et que tout continue à bien se passer. Et on espère vous voir de plus en plus nombreux sur l'application Swissborg. Et surtout, n'hésitez jamais à nous faire des retours sur ce que vous pensez et sur tous les produits qu'on peut vous lancer. Et si vous avez des idées aussi, on est toujours ouvert à écouter tout le monde et on est très communautaire, je pense que tu le sais. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous et on veut garder ça au centre, on veut pas changer là-dessus. Donc, merci encore à tous et puis merci à toi pour le temps. Avec grand plaisir. On a parlé d'énormément de choses. On n'a pas repris ce qui avait été dit il y a quelques jours dans la keynote de Swissborg. Je vous la remets tout de suite s'afficher devant l'écran si vous voulez aller le redécouvrir. Elle est en français. Ça a été animé par Cyrus et son équipe. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout ce que vous voulez savoir sur le premium, sur le token, sur la contrainte liée au token de Borg, Borg au centre de l'écosystème. Si vous vouliez aussi avoir des références par rapport à la série A, par rapport à tout ce qui a été fait depuis maintenant les 3 dernières années, c'est dans la keynote. Donc allez la voir si vous l'avez loupé. Vous avez également un petit cadeau parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous inscrivez sur l'application Swissborg, vous avez garanti 20 € qui vous seront envoyés d'ici quelques jours. Vous avez mon lien dans la description. Aurélien, merci infiniment pour ton temps également. J'ai passé vraiment beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Tu es le bienvenu sur la chaîne. Pourquoi pas se donner rendez-vous d'ici quelques mois, peut-être 1 an maximum, et voir si oui ou non cette thèse de ça va être relativement smart au niveau du cycle. Ouais, il y aura un super cycle ou finalement on est en bear market. On fera un point par rapport à ça et peut-être qu'à ce moment-là, on aura les pourquoi. Tu es le bienvenu sur la chaîne. Je te souhaite une excellente continuation et vous, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo des Rois du Bitcoin. Ciao.